Aujourd'hui, la sécurité alimentaire et tous les services alimentaires, d'une manière générale, ont été délégués de façon informelle à la sphère privée. Donc il n'y a plus aucun acteur public responsabilisé de façon directe sur la sécurité alimentaire de la population. Et ça, c'est bien sûr problématique. Néanmoins, les collectivités peuvent aujourd'hui reprendre en main un grand nombre d'aspects du système alimentaire. Donc, je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un bureau d'études, principalement pour le compte de collectivités publiques, sur des sujets d'aménagement du territoire. Donc, les Greniers d'Abondance, c'est une association qui a 1 an et demi, qu'on a fondée avec Félix Lallemand. Félix est docteur en écologie végétale. C'est une association qui comporte une centaine de membres aujourd'hui, répartis un peu partout en France. Le premier projet qu'on porte dans cette association, c'est un projet de recherche-action avec plusieurs partenaires du monde scientifique et une collectivité territoriale, le Grand Angoulême. Et donc ce projet de recherche consiste à réaliser un état des lieux, des vulnérabilités du système alimentaire et présenter des leviers d'action disponibles dès aujourd'hui à disposition des collectivités, principalement des intercommunalités. L'idée étant donc qu'il faut reterritorialiser notre système alimentaire et le rendre moins vulnérable à différentes menaces qui pèsent aujourd'hui dessus. Et donc il y a un site qui s'appelle résiliencealimentaire.org qui résume certains de nos travaux. C'est sur ce site que va apparaître le rapport qu'on va publier début janvier. Donc aujourd'hui, on n'assiste pas seulement à une menace en particulier, mais à tout un faisceau de menaces. Donc ce qu'on appelle le système alimentaire, c'est l'ensemble des structures qui nous permettent de nous alimenter, qui commencent dans les champs et qui finissent dans l'assiette et même au-delà. Le recyclage des nutriments est primordial. Donc ces menaces sont de différentes natures et s'appliquent à différentes échelles temporelles. Il y a tout d'abord une menace dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est le changement climatique. Le fait qu'aujourd'hui on émette massivement des gaz à effet de serre dans l'air et que le climat va se retrouver profondément transformé dans les années à venir. Pour se rendre compte des effets potentiels du changement climatique sur la simple production agricole, on peut regarder dans le passé et voir qu'une année comme 2003, qui fait référence en termes d'année caniculaire, les rendements des principales cultures ont diminué de 20 à 30% en France métropolitaine. Ensuite, il y a un autre type de menace qui concerne les ressources énergétiques. Aujourd'hui, notre système alimentaire est massivement dépendant des énergies fossiles, ce qui n'était pas du tout le cas avant la Révolution verte. Ce n'est pas uniquement à l'échelle de l'exploitation agricole, bien que ça constitue une dépendance importante. Les tracteurs sont bien sûr massivement dépendants d'énergie fossile, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des animaux de trait auxquels on allouait une bonne partie des récoltes. Donc en fait, l'énergie nécessaire pour l'agriculture était disponible, était autoproduite par la ferme. Donc il y a la question des exploitations agricoles, il y a aussi la question du transport et de la distribution des denrées alimentaires. Aujourd'hui, ce sont l'équivalent de 30 000 poids lourds qui circulent en France, d'un bout à l'autre de la France, tous les jours pour nous approvisionner. L'Agence internationale de l'énergie, qui fait référence pour avertir les décideurs de l'évolution de la disponibilité énergétique mondiale dans les années à venir, fin 2018 donc, a alerté les pouvoirs publics sur l'imminence d'une contraction de l'offre, disons entre 2020 et 2025. Et ce serait la première fois à l'échelle mondiale qu'on fait face à une contraction de l'offre pétrolière globale. Une menace qui, plus qu'une menace en fait, qui est une catastrophe avérée et constatée, qui est l'effondrement de la biodiversité. Un taux d'extinction des espèces qui est de l'ordre de celui de la dernière extinction de masse, qui s'est produite il y a des millions d'années, bien avant que l'homme apparaisse sur Terre. Et il y a non seulement la question de la vitesse des extinctions des espèces, mais il y a également l'effondrement des effectifs des populations d'espèces. Et c'est peut-être ce qui est le plus marquant aujourd'hui. L'indice Planète Vivante, qui est donc réalisé par WWF, on voit qu'en 44 ans, ce sont 66% des effectifs de vertébrés qui se sont effondrés sur Terre. Et ça s'applique également au monde des insectes. Quelles sont les menaces de ce déclin de la biodiversité sur notre système alimentaire ? Il y a tous les services écosystémiques que nous rendent ces différentes espèces, qui sont pour la plupart gratuits et invisibles, ou en tout cas on ne les comptabilise pas. La pollinisation, par exemple, aujourd'hui, l'écrasante majorité des espèces végétales qu'on cultive sur Terre sont dépendantes de la pollinisation. Ensuite, un autre type de menace, c'est des menaces qui sont plutôt intrinsèques au système agricole lui-même, au système alimentaire lui-même. Le fait que la population agricole décline très fortement, avec l'augmentation progressive de la productivité agricole, c'est-à-dire
de la production par travailleur. Dans une dizaine d'années, il y aura à nouveau un tiers d'agriculteurs en moins, alors qu'ils représentent aujourd'hui moins de 3% de la population active. Alors ce qui est problématique, c'est que justement, cette hausse de la productivité a été permise par l'abondance des énergies fossiles. Sans ces énergies, on aura probablement besoin de plus de main-d'œuvre agricole. Donc il faudra inverser fortement cette tendance. Et enfin, il y a des menaces liées à l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne partie des terres les plus fertiles et les plus proches des centres-villes ont été artificialisées, c'est-à-dire transformées en construction humaine. Donc on perd massivement des terres très fertiles qui sont situées à proximité immédiate des lieux de vie, ce qui est bien sûr problématique en termes quantitatifs. Alors on a découpé ce qu'on appelle le système alimentaire en différents blocs, avec des limites qui sont bien sûr arbitraires. Il y a un premier bloc qui concerne les politiques foncières et agricoles, donc les politiques mises en œuvre par la collectivité pour protéger du foncier agricole et renouveler la population paysanne. Le second, c'est les besoins amont à la production agricole, donc des besoins liés aux semences, à l'eau, aux agroéquipements, donc les tracteurs, les fournitures. Ensuite, il y a un autre bloc qui concerne la production agricole proprement dite, tout ce qui dépend des choix de l'agriculteur lui-même. Ensuite, se situe à l'aval de la production la transformation. La grande majorité des biens alimentaires qu'on consomme sont transformés. Encore à l'aval se situe la distribution. Comment donc faire circuler ces biens et produits transformés vers les lieux, vers les commerces de détail. Et enfin, il y a le volet consommation, choix d'alimentation, régime alimentaire et le bouclage des nutriments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des excrétas humains concrètement qui contiennent une quantité de nutriments qu'aujourd'hui on met dans de l'eau potable qu'on doit retraiter à grand coût d'énergie et pour l'environnement. Et donc pour chacun de ces grands blocs, on préconise des leviers d'action qui sont donc des leviers actionnables par les collectivités territoriales au vu de leurs compétences actuelles. On parlait de la menace qui était le déclin très fort de la population agricole. Les collectivités ont un devoir, ont une responsabilité pour perpétuer cette population et assurer le renouvellement des agriculteurs. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la majorité des propriétaires cédants cèdent leurs terres à un propriétaire voisin qui voit donc son exploitation s'agrandir. Et les collectivités peuvent agir en tenant, par exemple, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, un répertoire départ-installation qui permet d'avoir une visibilité sur tous les futurs départs à la retraite et d'anticiper ces retards pour connecter des agriculteurs qui vont partir à la retraite à des nouveaux candidats à l'installation. Ensuite, un autre frein auquel se heurtent souvent les candidats à l'installation est trouver des débouchés commerciaux. Les collectivités peuvent par exemple construire un espace test, c'est-à-dire des terres agricoles qu'on leur met à disposition avec un coût assez réduit. Comme ça, les porteurs de projets peuvent s'essayer pendant 2 ans à la production d'un certain type de produits agricoles et à la commercialisation en direct sur le territoire. Et ça leur permet de, sans s'endetter, commencer à construire une activité économique stable. L'idée, c'est de ne pas pondre un guide qui soit totalement hors sol. C'est pour ça qu'on s'est associé à une collectivité qui porte un projet alimentaire territorial. Des personnes de cette collectivité nous aident à vérifier que ce qu'on propose dans ce guide, donc avec des chercheurs principalement, est réalisable et réaliste sur le terrain. À l'échelle d'un consommateur, une action très efficace, c'est de réduire significativement la proportion de produits animaux dans son alimentation. Donc d'augmenter les protéines végétales pour s'y substituer. On a besoin de beaucoup moins de surface agricole pour avoir un régime alimentaire équilibré en s'alimentant principalement de façon végétale. Donc les ancêtres des maires étaient des consuls et les consuls avaient à leur charge d'assurer la sécurité alimentaire de la population. Et aujourd'hui, la sécurité alimentaire et tous les services alimentaires d'une manière générale ont été délégués de façon informelle à la sphère privée. Donc il n'y a plus aucun acteur public responsabilisé de façon directe sur la sécurité alimentaire de la population. Et ça, c'est bien sûr problématique. Néanmoins, les collectivités peuvent aujourd'hui reprendre en main un grand nombre d'aspects du système alimentaire. Elles ont par exemple comme compétence l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le développement économique local, ou encore comme levier très direct, la restauration collective et donc les marchés publics qui permettent de sélectionner les producteurs.